Bon, Jérémy, on a décidé de se lancer sur le marché américain parce que on pense que c'est la bonne chose à faire, c'est le bon move stratégique. Et dans ce podcast, eh bien, on va expliquer pourquoi est-ce qu'on va faire du business aux États-Unis. Qu'est-ce que tu penses de Ah cette ouais. idée? Puisque ça fait longtemps qu'on voit des gens autour de nous aussi se lancer aux États-Unis en se disant que c'est la bonne chose à faire et que c'est 10x par rapport au marché français et que si on veut du coup, réussir plus facilement, plus rapidement, faut partir aux États-Unis. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Est-ce que tu es chaud de me suivre pour aller lancer un business aux États-Unis du coup? Non, non. J'y vais pas. De même que je les copie pas. Et comme je te disais avant qu'on démarre l'enregistrement, dupliquer son business aux US parce que le marché il est plus grand, c'est pour les gens qui manquent d'ambition et de compétences. Et il y a des cas où ça pourrait faire sens, tu vois. On a vu quand même une ou deux personnes réussir ça avec succès. La plupart des gens qui partent aux US pour exporter leur business, ils disent ouais, ça y est, moi je pars en anglophone. Déjà, parce qu'ils sont plus assez bons pour prendre des parts de marché sur l'Europe francophone. C'est parce que ils ont toujours copié les Américains et donc ils se disent que ça marche mieux en anglais. Et globalement, c'est juste des gens qui manquent d'ambition en fait, et ça me fascine. Je sais pas si toi c'est pareil, j'ai toutes les semaines des gens qui viennent me dire, est-ce que tu penses que je devrais me lancer aux US? Tu fais combien de CA? Parce que là, je fais 100K et je pense que j'ai atteint le plafond de mon marché. 100K, le plafond de ton marché. Je peux te citer 5 concurrents à toi qui font 500. Donc déjà, il y a 2,5 millions à aller chercher. Non, mais tu sais, en fait, c'est difficile. Oui, oui, Mazel Tov, c'est difficile, effectivement. Tu vois, oui, si tu veux aller attraper le gros d'un marché européen avec toutes les complexités qu'il a, c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les gens, à croire que les US, c'est plus facile? Je comprends pas. En fait, l'argument qui revient, c'est, enfin, moi de ce que j'entends, c'est surtout par rapport à la taille de marché. Genre en France, imaginons le marché il fait 100, genre tu prends un camembert, tu le divises en Mm. 4 acteurs, enfin, tout le monde a 25 chacun de part de marché. Du coup, si tu veux aller, augmenter, de 100 à 150 000 ton CA, genre tu prends un tout petit marché, tu augmentes, du coup, d'un tiers ton CA, tu vas devoir piquer, je sais pas, peut-être 10 de part de marché, donc obtenir sur le marché de 100 35 de part de marché. Tu piques à tes concurrents et tout le monde se bat pour un petit marché, tu vois? Alors qu'aux États-Unis, genre on se dit: «Ouais, c'est un grand marché, donc j'ai juste à prendre 1 du marché. Je suis un petit acteur là-bas, mais je fais déjà beaucoup plus qu'en France». Donc au final, le levier, enfin c'est beaucoup plus facile de faire beaucoup plus. Ça, c'est l'argument qu'on entend souvent, tu vois? Ouais, sauf que ils ont pas compris que le marché européen francophone, c'est pas un tout petit marché, pas du tout même. Si regarde juste dans notre métier, donc vraiment coach de coach de coach. Tu vois. Déjà on est vraiment en termes de business en ligne et de même de make money, tu vois, on est une sous fraction du business. Hein. On n'est pas du tout les plus gros. Si on additionne tous les acteurs que nous on connaît, dont on connaît les CA, il y a déjà 30 à 50 millions annuels à aller chercher. Plus ceux qu'on connaît pas, plus ceux qui sont légèrement adjacents. Donc juste les coachs de coach de coach, c'est peut-être 100 millions à l'année. C'est le marché du business en ligne en Europe francophone, enfin, c'est plusieurs centaines de millions, tu vois, à coup sûr. J'ai pas de stats exactes, hein, je vais au doigt mouillé. Mais de ce que je vois des gros acteurs, de ce que je sais de combien ils gagnent les quelques-uns en faisant quelques additions rapides dans ma tête, c'est en centaines de millions. C'est pas un tout petit marché en fait, pas du tout. Et ça repose sur une croyance de merde de oui, mais si je prends que 1% du marché US, c'est génial. Mais tu ne prendras pas 1%. Si tu prends 0,1, tu auras déjà été très fort. Ils sont meilleurs que nous. Ouais, mais tu vois, c'est trop drôle parce que ce que tu dis, ça me fait penser à, il y a je pense que c'était il y a 4 ans où on commençait vraiment à pénétrer, le marché français et à se dire et à prendre connaissance, en fait, des différents acteurs et en fait, on découvrait au fur et à mesure des business et des personnes qui avaient, un business, que ce soit concurrence, indirect ou direct et à chaque fois, on se disait: «Ah tiens, cette personne fait combien? Ah 100 000 par mois». Putain, le marché est beaucoup plus grand que ce qu'on imaginait et genre chaque semaine, il y avait une nouvelle personne qui faisait genre 100 000 par mois, 150 000 par mois. On se disait: «Waouh, donc si on additionne tous ces chiffres, en fait, le marché est huge». Donc tu as l'impression d'être à 100 000 par mois, d'être à ton plafond de verre, alors qu'en réalité, genre, il y a peut-être 30 personnes qui sont à 100 000 par mois. Donc en fait, genre, il y a 3 millions par mois
ou 30 millions par mois qui sont générés, là où toi, tu crois que tu as un plafond de verre, tu vois? Et il y a des gens qui repoussent les barrières du marché régulièrement. Là, récemment, Jolender partageait un de ses clients qui a fait 1 million par mois en IMO. C'était pas possible il y a 5 ans, tu vois. Moi, je me souviens du moment où on faisait 100, 150. Et je me souviens, on voit Antoine Blanco qui passe de 0 à 350, 400, 450, je sais plus exactement jusqu'où il allait très très vite. Et bon, s'il a fait ça aussi vite comme ça, etc., parce qu'il était meilleur que nous sur des points, tu vois, mais instantanément, on s'est dit, l'archi est si gros que ça. Et là, on a monté les budgets pub, on a fait x2 du business. Juste pas, hein. Mais en fait, on les montait pas parce qu'on était persuadé que le marché n'avait pas la taille pour absorber ça. Mais le pire, la malhonnêteté intellectuelle, quoi, qu'on avait. On n'a pas essayé. On avait décidé qu'il était trop petit. Et il y a plein de trucs comme ça où on fait des erreurs de raisonnement. Et il faut quelqu'un qui ouvre la voie et qui nous éclate la tête, tu vois. Ça nous est arrivé beaucoup à toi et moi, tu vois, sur notre collaboration ces dernières années, où on est tous les deux persuadés d'un truc, on s'est monté le bourrichon, on s'est raconté notre histoire dans notre tête. On voit quelqu'un qui fait le truc en question. On fait, ah, en fait, on peut. Et ensuite, il y a deux situations. Soit c'est quelqu'un qu'on n'aime pas et on se raconte que c'est parce qu'il est méchant qu'il a réussi. Soit c'est parce que c'est quelqu'un qu'on aime bien. Et dans ce cas-là, on se dit, oh putain, moi aussi je vais y arriver, je vais lui demander comment il a fait. Ouais, et quand on dit: «Ouais, on se rend compte qu'il est méchant», genre des fois on se bullshit tellement et dans le sens où on voit toutes les choses que cette personne fait moins bien que nous et on se dit: «Ouais, mais de toute façon il fait moins bien et genre je comprends pas». Genre, tu sais, genre tu te commences enfin moi perso, je commence à me dire, genre c'est genre enfin, ouais, que c'est «injuste» entre guillemets, genre en mode, de toute façon les gens ils achètent chez lui, ils comprennent rien, tu vois? Alors que enfin, du coup, tu peux tirer des leçons de ça et tu peux te dire, genre factuellement, il fait plus, le marché a raison, boum. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Je crois qu'il est moins bon que moi? OK, genre les chiffres me montrent qu'il est meilleur. Il y Qu'est-ce que je tire? a, il y a un bon exemple de ça, tu vois. Je vois passer des press, des machins, des trucs toutes les 5 minutes qui essayent d'expliquer à Yomi Denzel pourquoi il devrait dupliquer son business en anglais tout de suite demain matin. Et je me souviens plus si je l'ai entendu répondre à ça ou si c'est moi qui me suis raconté dans ma tête, donc peut-être corrigez-moi au pire. Il me semble qu'il avait expliqué qu'en fait, jusqu'à très récemment, en tout cas, il avait plus de facilité à aller chercher plus de parts de marché sur le marché français qu'à relancer de zéro ailleurs. Mais vraiment, on pense que dupliquer son business en anglophone, c'est ultra simple et que ça va marcher du premier coup. C'est pas du tout les mêmes codes en fait entre la France, les pays anglophones. C'est pas la même façon d'acheter, c'est pas la même façon de réfléchir, c'est pas les mêmes enjeux, etc. Vous pouvez pas juste copier-coller votre copywriting, votre marketing, votre offre. Si votre truc il est dupliqué à l'IA ou que vous parlez pas un anglais parfait, de toute façon les Anglais ils vont vous dire allez vous faire foutre, ils vont vouloir être remboursés. Les normes bancaires c'est pas les mêmes, les normes sur la vente c'est pas les mêmes, les lois c'est. Il y a tellement de complexité. Tu ne le fais que quand c'est le bon move en fait. Et c'est le bon move beaucoup plus tard que ce que les gens pensent. Ouais et aussi, genre en termes d'approche marketing, tu disais tout à l'heure qu'ils étaient beaucoup, bien meilleurs que nous et qu'ils avaient de l'avance et et au final, là où on a un avantage compétitif en France, c'est où on peut s'inspirer de on peut s'inspirer des États-Unis, mais si tu pars aux États-Unis, tu peux plus forcément t'inspirer aux États-Unis. Alors oui, Mm. en France, on peut aussi genre créer nos propres méthodes et mais généralement, la plupart des Français qui sont au Non, tout top le de monde copie les l'industrie US. en France, ils vont copier les US. Mais si du coup, comment tu fais si tu lances un business aux US Euh, et que tu es du même niveau que tout le monde? Disons que tu vois, quand un Français il copie-colle le business de Cole Gordon pour le ramener sur le marché français, toute coïncidence qui ressemblerait à la réalité des cultures fiction, je sais plus ce que c'est la phrase exacte, mais vous avez compris, je lance un pic. Quand ils font ça sur le marché français, ils font 150 000, quand ils font ça sur le marché US, ils prennent un procès. C'est tout en fait. Et et il y a beaucoup de gens tu vois, qui ont réussi des coups de Trafalgar sur le marché francophone en dupliquant des trucs qui venaient des US et qui du coup pensent qu'ils sont trop forts. Sauf que quand tu arrives aux US, non seulement tu peux plus piquer, mais en plus de ça, tu es face aux mecs qui ont inventé les trucs que tu piquais, quoi. Et non, Ouais, objectivement, en fait, ils sont meilleurs que nous, le marché il est plus dur, les règles c'est pas les mêmes. Et tu vois, imaginons maintenant j'ai pas de business. Ok, j'ai pas de business et j'ai même pas tellement de culture que ça. Et si je suis bilingue ou que je maîtrise très très bien l'IA, de traduction, etc., peut-être que ça fait sens de démarrer aux US plutôt que de démarrer en France. Là, je comprends. Là, je suis d'accord. Le marché, il est effectivement plus gros. Si tu pars de zéro, autant essayer de craquer le code aux US plutôt que de le craquer en France. Le marché, il est poisson, c'est vrai. Mais si tu as déjà un business établi, on se rend pas compte du coup d'opportunité de repartir à zéro.
Ouais, c'est clair. Donc là, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est dire aux gens: restez en France, au lieu de partir aux US. Sauf pour les Et concurrents, vous pouvez partir aux US avec grand plaisir. j'ai 2-3 concurrents en tête qui ont lâché la France pour aller se lancer aux US. Grand bien nous en fasse, on a récupéré une partie de leur part de marché et qui sont revenus 6, 12, 18 mois après, lessivés financièrement et qui essaient de relancer un truc en France. Sauf que la France, elle s'est pas arrêtée en fait, elle a disparu pendant un an. Et qu'est-ce que tu vas raconter comme storytelling? J'ai voulu me lancer aux US, mais je suis pas assez bon. Je c'est aussi pour ça que je me lance pas en anglais, tu vois? C'est que je suis pas sûr d'être assez bon. Peut-être que je le suis, hein, j'en sais rien, mais je suis pas sûr en tout cas, tu vois? Et par contre, je suis sûr de pouvoir pousser plus loin sur le français. En fait, en termes de Et pari, comment elle a évolué ta pensée par rapport à ça justement? Parce que je sais qu'il y a quelques années, tu avais lancé un projet qui était en anglais avec un putain de positionnement qui était trop stylé, je trouve trop stylé. ouais, Hem, Ce projet entre-temps, tu l'as arrêté, tu vois, voilà, tu l'as peut-être pas jamais lancé, mais tu avais eu l'idée. C'était quoi ta pensée à l'époque et pourquoi tu as très choisi de simple. l'arrêter? J'étais associé avec quelqu'un qui ne voulait pas scaler avec des ads, des funnels, des VSL, des équipes. Donc, mon business en français était capé. Il y avait une limite. Je pouvais pas aller plus loin que là où j'étais. Autour de 200 k par an, je crois, un truc comme ça. Parce que le but, c'était aussi pas de YouTube, etc. C'était vraiment juste One Place Funnel, tu vois. Il y a un moment, One Place Funnel, ça peut pas aller toucher des millions, tu vois. Donc, en fait, je me suis dit, je vais dupliquer un autre One Place Funnel sur le marché francophone avec un compte Facebook et un podcast. Le positionnement était cool. J'ai toujours le nom du podcast, même si c'est un podcast vide. Et de toute façon, because I speak English like a vache espagnol, it was very complicated. Et en fait, j'arrivais à faire des posts Facebook en anglais qui résonnaient avec la cible. J'ai utilisé le One Place Funnel, etc. Ça marchait bien. Je commençais à avoir des réponses, je commençais à avoir des DM intéressés, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte déjà que délivrer un produit en anglais, ça n'allait pas être si simple que ça. Il n'y avait pas les IA de traduction, de génération, etc. à l'époque. Je me suis rendu compte que je n'arriverais pas à faire un call de vente en anglais. Je n'étais pas encore assez bon. Et donc, en fait, limite, tu vois, lancer un business sur le jardinage en français, j'allais faire plus vite et plus de cash que repartir de zéro en anglais. Et, et encore une fois, ça dépend de ta vision, je crois. Tu vois, c'est si ta vision, c'est je vais faire une billion de dollars, tu vois, une boîte à 1 milliard. Bah ouais, ouais, il y a un moment, en fait, il vaut mieux dans ce cas-là repartir de zéro, t'asseoir sur tes 2-3 millions français, parce qu'en fait, sur le marché français, tu le feras probablement pas. Le marché n'est pas assez grand, ça c'est vrai, tu vois. Mmh. Mais imaginons que ma vision, c'est 10, 20, 30 millions de CA sur les prochaines années. Donc pas tout de suite demain matin. Et que je fais déjà quelques millions sur le marché français. En fait, j'ai beaucoup plus de chances de x10 dans les 10 à 15 ans sur le marché francophone que je maîtrise déjà, que de partir de zéro et de réussir à le faire sur le marché US. Encore une fois, c'est une histoire de coût d'opportunité. Ouais. Ouais, j'ai un pote, qui fait 200 K par an là et qui s'est dit, c'est drôle, c'est exactement l'histoire, qu'on raconte. Il dit: «Bah, écoute, franchement, je suis sur le marché français, genre, 200 K par an, je suis au max» et en fait, cette personne, a un business dans l'aquarelle et donc il se disait: «Voilà, c'est très niché et je vais partir sur un business US» et en fait, il voulait partir enfin, il s'est rendu compte plus tard en discutant et tout qu'il voulait partir sur le business US parce qu'il se rendait compte que ça avait l'air plus facile. Il a lancé sa chaîne YouTube. Au final, c'était pas plus facile et c'était qu'une question de croyance. Comme nous, on a eu genre, tu l'impression qu'à 100 K par an, tu es au max, heu et au final, pas du tout. C'est juste une question de perception et quand tu changes cette perception, bah, en fait, tu peux aller beaucoup, beaucoup plus haut. Genre, tu peux aller 10 fois plus que ce que tu crois possible aujourd'hui, tu vois? Et même là, nous, aujourd'hui, genre, on se dit, là, on vise, 500 K par an, par mois, par mois, 150 par mois, avec KP, tu vois? Et aujourd'hui, ça nous paraît, voilà, c'est encore, c'est quelque chose qu'on veut aller chercher, tu vois? Mais le 1 million par mois, on se dit genre, on n'a pas encore le comment, tu vois? Mais si demain, il y a un acteur qui arrive et qui fait 1 million par mois, il nous ouvre le champ des possibles aussi. Alors bien sûr, c'est mieux d'être Complètement. pionnier et d'ouvrir le champ des possibles, c'est stylé. Moi, j'ai pas ce besoin maladif d'être le premier à avoir inventé un truc. Moi, je suis tout à fait OK d'être le suiveur, hein, c'est moins difficile. C'est sûr que c'est moins c'est sûr que c'est moins difficile, ouais. Ouais, Mais il y a trop de gens qui font du business pour l'ego et pour la fame.
Moi, je m'en fous d'avoir inventé un truc, je m'en fous d'être le deuxième, je m'en fous d'arriver après les autres, je m'en fous d'avoir dit que c'était pas possible et de m'être trompé. Et ensuite, du coup, de rendre ça possible pour moi aussi parce que je l'ai vu chez quelqu'un d'autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats que ça permet, tu vois. J'ai pas besoin d'être le meilleur, tu vois. Ouais, Et il y a des gens meilleurs que moi en Europe francophone, clairement. C'est pas grave. Je le vis bien, tu vois. Mais encore une fois, tu vois, ouais, je trouve ça merveilleux d'aller se former aux US. Ils ont le mindset 10X vraiment à la Grande Cardone. Ils nous apprennent la vie, tu vois. C'est moi des fois quand je suis en train de former des gens, notamment sur tout ce qui est sales, follow-up, messages, etc. Ils me disent ouais, j'en ai envoyé 5, je fais de réponse. Je fais, oh, j'en ai envoyé 180, tu vois, ce matin. L'autre fois, j'ai écouté, je sais plus quoi, aux US, ils disaient ah, donc c'est 3500 par jour. Ah ouais, d'accord. Ils ont un autre niveau de commitment par rapport à nous, tu vois. Et c'est hyper inspirant. C'est pas tout à fait le style de vie que je veux, mais c'est hyper inspirant, tu vois. Ils ont une détermination, une mentalité business et tout. Je suis content d'aller me former là-bas. Je suis aussi content de rentrer ici, quoi. ouais. Et il y a un truc, c'est que, aujourd'hui, le marché US, on dit: «Ouais, lance pas de» enfin, genre, c'est pas forcément une bonne idée pour tout le monde de lancer un business aux US. Mais demain, les US, toutes les vidéos seront traduites avec l'IA. Les contenus US vont être accessibles à tous les Français. Peut-être, je sais pas si c'est un marché qui les intéresse, mais peut-être qu'ils vont venir, certains vont venir cibler la France et tout. Donc au final, dans tous les cas, même si tu lances pas de business aux US, demain, tu seras en concurrence potentiellement avec des business US, tu vois? Et C'est là ça que c'est va chaud. là, ça va être C'est chaud. là que c'est chaud. C'est pour ça qu'il faut maîtriser encore mieux le local, tu vois, et pas essayer de viser l'international. Pendant longtemps, les Américains, tu vois, imaginons, tu vois, ils avaient le choix, je dis au pif, hein, j'en sais rien, des chiffres, mais de lancer la France, un marché à 100 millions sur un sujet, ou de lancer la Chine, le Brésil, carrément toute l'Amérique du Sud, etc. Et tu as des marchés à 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Coût d'opportunité. Ils vont lancer en portugais, ils vont lancer en espagnol, ils vont lancer en chinois, ils vont lancer en russe, etc. Mais là, demain matin, le coût pour lancer une nouvelle langue, il sera réduit à quasi zéro avec l'IA. Dans ce cas-là, même si les 100 millions du marché français, ils s'en foutent, bon, ça coûte rien, autant aller le prendre, tu vois. Et là, ça va faire drôle aux créateurs français. Ceux qui n'ont pas de pensée unique, ceux qui copient les US, et ceux qui sont pas vraiment ancrés dans un écosystème local, tu vois. C'est comme je me faisais la réflexion il y a pas longtemps. Il y a beaucoup de gens qui me disent, t'as pas peur que les IA remplacent tous les coachs et donc vous avez plus de travail. Et ma première réponse à ça, c'était, ouais, mais nos clients, c'est quand même beaucoup des 40-60 ans. Et même si l'IA, ça marche très bien, ils préfèrent parler à des humains. Ouais, pour l'instant. Dans 10 ans, c'est la génération d'après, nos clients, et eux, ils en ont plus rien à taper. Et donc, il y aura le service d'entrée de gamme par l'IA et le service haut de gamme par des humains, ou par des humains dopés à l'IA et augmentés à l'IA. Le monde, il est en train de tellement changer que je préfère solidifier ma base et mes acquis ici, tu vois, et entre guillemets, tu vois, de préparer ma forteresse et mes missiles en attendant que les envahisseurs ils arrivent, plutôt que directement d'aller me jeter dans la gueule du loup, genre, bon, on va pas attendre qu'ils viennent me défoncer chez moi, allons chez eux. Je vois pas l'intérêt. Et encore une fois, euh, tu peux monter ton business d'infoproduit à, je sais pas, peut-être 10 ou 15 millions. Tu peux lancer une autre verticale à côté après, puis tu l'adosses avec une brand e-commerce et avec un ça. Enfin, je veux dire, si tu as de l'ambition, le marché francophone, tu peux faire des trucs de cinglé dessus. C'est quoi quand tu parles de local justement je suis curieux de savoir genre quel est l'avantage compétitif selon toi, genre, demain s'il y a genre, je sais pas, Gordon sur le marché, et tous les autres, genre, c'est quoi local? Parce que ouais, c'est quoi ton Il sait pas penser comme un Français. Un Français, il pense pas comme un Américain. Et ça, les Américains, aujourd'hui, ils sont très, très, très centrés sur eux-mêmes. Ils le comprennent pas. Tant mieux pour nous. tu penses pas que demain, du coup, il y a des IA qui vont pouvoir, leur dire, «Voici comment pense un Français», genre et du coup, qu'ils Si, intègrent si, si. la Mais l'IA culture? peut déjà le faire. L'IA peut déjà le faire. Mais je crois, et peut-être que je suis en train d'avancer avec des œillères, hein, c'est tout à fait possible, hein, mais j'ai la croyance que ils sont tellement centrés qu'ils vont pas l'accepter. Regarde, on va prendre un exemple. On a travaillé avec des Américains récemment, toi et moi, sur YouTube Ads. C'est censé être les meilleurs des meilleurs au monde. On est d'accord.
Dans le direct response, ouais. Ok. Ouais. Dans le direct response sur YouTube Ads. On leur a donné toutes les spécificités de notre produit, de nos clients, de notre marché, de nos prospects, de notre concurrence, etc. Ils ont rien compris. Et ils ont rien pompé et ils nous ont pondu du copy qui marche aux États-Unis, qui marche pas du tout en France parce que le niveau de sophistication et de compréhension n'est pas le même, qui ne marche pas sur notre cible et qui en plus n'est pas compliant avec les lois européennes. Et on leur a dit 17 fois et ils ont dit mais si t'inquiète et ça n'a pas marché. Résultat, Et ça aurait été une très ouais. bonne leçon que ça marche, hein. Ouais, ouais. Non, on voulait quand même écouter moi, parce que c'est moi qui ai géré le projet. On a tout appliqué. Ouais, je voulais écouter mot pour mot ce qu'il me disait, pas remettre en question. OK, j'applique et je vois ce que ça donne et au mieux, je serais surpris. Genre, j'essaye c'est les meilleurs au monde, je les écoute même si genre j'ai Ouais, mon non, mais regard je me marketeur. souviens, pendant 3 mois, à chaque fois qu'ils me disaient, ils nous ont dit de faire ça. Moi, je te répondais, c'est de la merde, fais-le, on verra. Tu moi, j'étais là en mode: «Putain, genre, j'ai pas envie d'appliquer ça, genre, c'est nul». Donc bon et C'est pas nul, résultat, c'est nos pas pubs adapté localement. ouais, c'est pas adapté localement et par rapport aux compliance, genre, toutes les pubs qu'ils ont créées Pour sauter. se sont fait ban par YouTube. Donc juste pour info, voilà, je la petite anecdote, elle ne fonctionnait pas. On n'a même pas vraiment pu les tester du coup. Bref, effectivement, en fait, le truc, c'est que pour moi, mon avis, c'est que en France, il y a tellement de règles, RGPD, compliance, tracking, heu, de problèmes sur, les données, les datas, enfin bref. Ce qui rend en fait le business en France, genre beaucoup enfin en France et en Europe, beaucoup, beaucoup plus complexe à gérer, de par toutes ces lois qu'on a. En fait, moi, de mon point de vue, aujourd'hui et dans le futur, je pense que ça risque de toujours pas vraiment les intéresser à cause de ça, en fait. Parce qu'à chaque fois que j'entends un Américain parler de la France, c'est: «Laisse, genre, pour monter un business là-bas, tu dois attendre 2 ans, tu as déjà oublié ton idée», tu vois? Genre, c'est vraiment genre aussi cliché que ça, genre c'est ce qu'ils disent, tu vois? Mais c'est surtout que maintenant, on va avoir le droit aux less personalized ads. Ils veulent nous faire signer un acte disant qu'on n'a plus le droit d'utiliser l'IA pour tel truc ou qu'on doit enfin, vraiment, c'est niveau Ouais, régulation chez nous, c'est YOLO, hein. ouais et c'est pour ça, je pense aussi que genre, bah, d'une, de par la taille de marché, de par la facilité de se lancer sur le marché américain, Tai Lopez, il va cibler, tous les le marché brésilien, par exemple, en mode: «Lancez une agence et tout, vous pouvez travailler d'où vous voulez, du Brésil, de la Thaïlande et toucher des clients européens, du coup gagner beaucoup d'argent». C'est un peu son message. Mais, je comprends qu'il cible, le Brésil, tu vois? Parce qu'il y a un marché énorme et les régulations, genre ça passe, tu vois? Si si je devais lancer les US demain, tu vois, on va quand même essayer, tu vois, d'avoir la pensée contraire. Ça peut être intéressant en termes de raisonnement pour ceux qui nous écoutent, quoi. Si je devais lancer les US, je trouverais moyen de m'associer avec quelqu'un en local, qui est pas mauvais, mais pas de notre niveau, mais qui du coup quand même a les codes, la compréhension, la langue, les lois, le marketing, etc. Et moi, j'injecterais tous nos process à copier-coller, plus des finances, pour lancer les US. Et là, ça pourrait marcher. Pourquoi je le fais pas? Parce que le temps et l'argent que ça va me demander, je fais plus sur le marché français actuellement avec. Et par contre, tu vois, si un jour on est sur un vrai, vrai, vrai plafond en France, ça pourrait être une option. Mais dans ce cas-là, l'option, ce sera, est-ce qu'on duplique avec un associé capé aux US, ou en anglophone plutôt, ou est-ce qu'on lance une verticale différente avec un associé français, ou est-ce qu'on va carrément sur un autre marché francophone? Tu vois, il y a plein de possibilités. Mais ce sera une possibilité coûteuse et complexe parmi d'autres possibilités coûteuses et complexes, quand on aura atteint le plafond. Ouais, je ouais. Je pense que, avoir quelqu'un de local, c'est limite indispensable, tu vois? Et tu vois, Obligatoire. En France, on a quand même, pour le facteur un des facteurs de réussite, c'est, la compréhension de la culture, mais le deuxième, c'est l'équipe, l'entourage. Genre, on est bien entouré par des personnes compétentes et du coup, je pense un enjeu sur le nouveau business, ça serait de vu que tu connais rien, c'est de s'entourer des bonnes personnes qui savent, mais de savoir que c'est les bonnes personnes, tu vois? Genre, trouver les talents, parce que tu peux avoir plein de gens qui ont confiance en eux et tu as l'impression qu'ils ont la science infuse, mais est-ce qu'ils disent la est-ce qu'ils se trompent pas, tu vois? Et si tu es pas local, genre, tu peux écouter quelqu'un qui a de l'assurance alors qu'il dit de la merde.
Ça, je pense que l'enjeu des talents, ça va c'est chaud aux US sur ce nouveau business. Je pense que ça serait un Ouais. gros enjeu. Et comprendre la culture aussi, en fait. Et enfin, il y a trop de trucs. Je sais pas si tu te souviens, en 2022, on a rejoint un mastermind américain. Mais à un moment, on leur a dit qu'on cherchait un setter. Et ils nous ont dit, écoutez, nous, on en a un en local. Et en plus, il parle français, quoi. Et donc, on s'est dit, putain, trop bien, formé par des Américains, francophones, extraordinaire. Ouais, sauf que parler français chez eux, ça se résumait à bonjour, je m'appelle Claude, moi, à faire setting. Et ça, pour eux, c'était un français courant, quoi. Euh, je pense à un autre truc. Ce sera en décalé, parce que je viens de l'écouter ce matin, mais c'est pas grave. J'écoutais l'épisode de Sans Permission où ils ont fait venir Christophe Delaune. Et il écoutait un deal avec les Américains. Il fait racheter sa boîte par les Américains. Il y a une clause d'earn-out. La clause d'earn-out, c'est en gros, vous restez dans la boîte pendant 5 ans et chaque année, si vous atteignez tel objectif, vous avez tant de millions en plus. Ok. Ici, il reçoit une partie de l'argent, son earn-out commence à démarrer. Une semaine après, il est convoqué, le board le vire. Ciao le earn-out. Il n'y a pas de clause d'accélération, donc il ne peut pas toucher un centime. Là, tous les Français qui écoutent ça, ils se disent oh, le coup d'enculé! Mais les Américains, ils n'ont Putain, absolument aucun problème avec ça. This is the contract. C'était écrit dedans. Nous avons respecté la loi. Le niveau judiciaire et légal de l'Américain moyen fait que le Français, il se fait plier en deux. Ça, faut pas l'oublier non plus. Encore une fois, différence culturelle. Et ça, si tu sais pas réfléchir en termes de légal comme un Américain, tu te fais éclater la tête. Et en plus de ça, à partir du moment où tu encaisses en tant qu'entreprise 1 dollar, les Américains ont droit de vie et de mort sur toi. Tu détiens leur monnaie. C'est-à-dire qu'ils vont te pourchasser sur toute la planète si t'es pas compliant. Vraiment, faire le pirate en disant je porte aux US, c'est bien, d'accord, très bien. Et il y a des gens qui ont réussi, j'en connais. C'est pas anodin en fait, c'est ça que je veux dire. C'est pas anodin. C'est pas si simple que ça. Et peut-être donc que c'est mieux de rester en France. ouais, mais je pense qu'en vrai, les motivations, de ceux qui se lancent, il y a beaucoup genre, pour la vision, pour genre ça a l'air plus simple, mais il y en a aussi beaucoup, c'est pour l'ego, tu vois? Dire: «Je me lance aux US et tout» et c en termes d'opportunités business, je suis pas sûr que ce soit un bon choix stratégique et pour revenir du coup sur ce que tu disais sur le setter, je te l'ai pas dit, mais il nous le les personnes avec qui on a bossé avant la fin de la collaboration, ils nous ont reproposé un nouveau setter. Oh Ils m'ont putain. mis en relation avec lui et j'ai pas répondu. Franchement, j'ai même pas dit, «Non merci», genre j'ai juste pas répondu, genre j'ai fait le bâtard, tu vois? Mais c'est bon, je veux plus parler avec des setters ou des closers, américains qui parlent français. Non merci, parce que je sais, quelle catastrophe ça peut donner et aussi aujourd'hui, moi de mon avis, c'est qu'on on a une certaine, image et on se doit d'être professionnel par rapport aux gens qui nous font confiance, qui prennent rendez-vous avec nous au téléphone, tu vois? Et on peut pas juste leur mettre, quelqu'un qui sait pas bien parler français, c'est pas Non, mais possible. sinon tu mets une IA, tant qu'à faire, tu Ouais, vois. Voilà, problème réglé. ouais. Non, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Et si on doit résumer, bonne raison, mauvaise raison de partir aux US. Qu'est-ce que t'en penses? Bonne raison, je dirais, tu es vraiment limité en France. Genre, c'est calculé. Ça part d'un raisonnement qui est stratégique, posé, réfléchi et non pas émotionnel. Le jeu de l'ego ou d'avoir, l'impression que c'est plus facile, parce que ça, c'est émotionnel, tu vois? Genre: «OK, le marché fait telle taille, j'ai les chiffres. Aujourd'hui, j'ai 25 de part de marché. Je me suis associé avec toutes les personnes avec lesquelles je pouvais m'associer. Les autres, c'est des concurrents, ça sera toujours des concurrents. Je peux vraiment pas leur piquer de part de marché». Parce qu'il va y avoir des diminishing returns, genre, je vais mettre, 80 d'énergie pour 1 de résultat, ça sert à rien. Là, je pense que ça peut faire sens. Première raison, tu vois? Je pense que, Mm. en tout cas, la réflexion est Mais, à avoir. mais, mais c'est pas la seule option. Tu vois, Mais je c'est pas pense la que c'est seule ça les option. vrais raisonnements de beaucoup, tu vois. Là, le pourquoi partir, je suis 100% d'accord avec toi. Pour moi, ça, c'est une bonne raison. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est que l'option 1, c'est donc partir aux US. L'option 2, c'est lancer une nouvelle verticale. L'option 3, c'est adosser d'autres entreprises à la tienne. L'option 4, c'est essayer de racheter un concurrent. Tellement d'autres options que partir aux US. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ça veut dire que ça doit être mis dans la balance face aux autres options potentielles.
Ouais, mais justement, on revient sur la vision. C'est que toi, aujourd'hui, tu sais ce qui est possible. Tu tu es un entrepreneur visionnaire, tu vois? Genre, tu as la vision, tu sais, genre, tout ce qui est possible, tu es spécialiste dans le business et tu connais tout le champ des possibles, tout ce que tu Mmh. peux faire, tu vois? Haute verticale, tu as déjà 100 idées de verticale que tu as déjà, tu vois? Genre, que tu peux lancer et avec lesquelles tu vas pouvoir faire des partenariats et créer Ouais, tout bien un sûr. écosystème qui s'auto-nourrit, tu vois? Du coup, si là, tu as énoncé 4 options. Comment est-ce que tu fais pour, justement, genre, quand tu sais pas, tu te dis: «Bah, je vois les US, mais en vrai, le reste, je vois pas trop, genre, quelles sont les options possibles?» Genre, tu fais quoi? Tu rentres dans un mastermind? Tu fais appel à quelqu'un comme toi pour, t'aider sur la vision? Comment tu fais? Tu regardes à l'international ce qui existe, tu regardes dans des marchés adjacents aux tiens ou des marchés radicalement différents, comment est-ce que les gens y grossissent. Tu vois, par exemple, ce que nous, on est en train de faire avec les égéries, les verticales, et cetera, tu vois? C'est pas que je suis visionnaire, en fait. Tu regardes dans la musique, c'est comme ça que ça marche, tu regardes dans le cinéma, c'est comme ça que ça marche, tu regardes dans le sport, c'est comme ça que ça marche. J'ai juste pris des industries plus vieilles que la nôtre et qui sont plus grosses et j'ai regardé comment est-ce qu'ils faisaient de l'expansion, tu vois? Et je me suis demandé ensuite comment est-ce que je ramène ça chez nous? Et en fait, les gens, ils doivent juste aller mettre le nez un petit peu à l'extérieur de leur industrie pour regarder ce qui se passe ailleurs et pour s'en inspirer. Parce qu'en fait, dans la musique, dans l'immobilier, dans l'art, dans le sport, dans le consulting, mondial international, dans les agences, ou dans les fabricants de chaises, il y a des formes de business model et de croissance ultra élégants qu'on peut leur emprunter. Ouais et justement pour, revenir sur, ce qu'on est en train de créer, avec Capé, j'ai vu là récemment une vidéo sur l'industrie du cinéma, ou j'ai lu un mail, je sais plus, sur l'industrie du cinéma aux US et en fait, ils ont processisé tout un modèle pour créer des stars, tu vois? Du coup, ils sont Mmh, capables demain, genre une nouvelle star qui a un potentiel, une nouvelle personne, une nouvelle brand, et bah, ils vont pouvoir mettre en place tout l'écosystème pour faire de lui une star mondialement connue, heu, mmh. très bien payée, qui va ramener des revenus au Oui, business, en fait, au label. au label et ça, c'est je trouve ça ultra puissant et dans la musique, en vrai, c'est la même chose. Genre, tu as une personne qui a du talent, tu mets en place tout le truc pour la faire rayonner, la faire briller, la faire exploser. Après, Mmh, cette dans ce genre de business model, évidemment, du coup, bah, la personne que tu as fait monter «t'appartient» entre guillemets, parce que tu lui fais généralement, genre, dans la musique, ils font signer des clauses et tout et la personne, genre, gagne rien, tu vois, à la fin. Mais, mmh. si tu prends que le positif du business model, bah, en fait, juste ça, c'est une source d'inspiration, mais il y en a des milliers, en fait. Le hack pour que les gens que tu fasses monter, ils aient jamais envie de te planter un couteau dans le dos ou d'estimer que le deal n'est pas juste et de se barrer, parce que ça y est, ils ont la flemme, ils ont plus besoin de toi, c'est de toujours avoir des intérêts alignés. C'est-à-dire de pas limiter, on va prendre l'image de ton poulain, tu vois? Parce que je trouve ça un peu réducteur, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est pour imager. De faire en sorte que ce qui peut gagner ne soit pas limité, mais de faire en sorte, toi qui l'as créé entre guillemets de toutes pièces, que ce soit une petite part du gâteau. Sauf qu'en fait, bah, dans ce cas-là, tout le monde a envie de rester ensemble. Et regarde nous au sein de l'écosystème Camel, tu vois? Regarde tous les gens qui sont en train de monter en même temps que nous, sur lesquels on investit du budget, du temps, de l'énergie, on met à profit notre réseau, tu vois? Vraiment, on essaie de créer, une toile, tu vois? Une Disney Flywheel, dans le même truc, tu vois? Et d'ailleurs, c'est un schéma que j'ai fait il y a quelques années et que toi tu connais et on est en train de le réaliser et des gens qui ont eu la même vision que nous, tu vois? Je parle pas de gens opportunistes qui sont venus et repartis. Vraiment des gens qui sont venus avec la même vision que nous, il y a personne qui a eu envie de se barrer. Mais parce Ouais, c'est que, clair. encore une fois, tu vois, c'est les discussions qu'on a eues toi et moi plein de fois, tu vois? C'est j'ai pas besoin de me gaver du gâteau qui est sur la table jusqu'à en crever. Quand j'ai plus Ouais faim, autant que les autres ils bouffent. et tu as à cœur de créer un gâteau tellement grand que tout le monde n'ait plus besoin de manger, en fait et je pense que c'est aussi ce Oui, oui. qui quand je t'appelle, visionnaire, tu vois? C'est pour moi, c'est surtout avoir cette lucidité de de voir ça, en fait. Parce que j'ai bossé avec plein d'entrepreneurs, plein d'entreprises qui ont fait genre des millions en ligne et la plupart étaient là pour se gaver, genre pour se gaver et rien donner à leur équipe, en fait, tu vois?
Mmh. Et je pense que sur ça, genre, tu vois plus loin que les autres et c'est parce que tu as une vision qui transcende Ouais. juste ta vie, tu vois? Et ta personne. Et c'est plus compliqué que ça. C'est pas parce que j'ai une vision transcendantale, c'est pas parce que je suis un être de lumière, c'est parce que, de un, j'ai envie de dormir la nuit sans me dire qu'il y a quelqu'un, dont que j'ai niqué qui va essayer de me le rendre et en plus de ça, si je suis tout seul à gagner, je suis tout seul. C'est pas drôle comme vie, tu vois? Tu sais, de devoir te méfier tout en permanence de tout le temps, d'avoir personne qui est à ton niveau, d'avoir personne tu sais, tu peux partir en vacances avec personne, tu peux aller bouffer avec personne, tu peux t'éclater avec personne, tu peux partager tes problèmes avec personne, tu vis en vase clos avec ta famille. Probablement que si tu es comme ça dans le business, a priori, c'est que tu es comme ça avec ton ou ta conjointe, tu es vraiment seul au monde, quoi. Tout ça pourquoi? Pour avoir plus que les autres et pour pouvoir les écraser? Qu'est-ce que pourquoi faire? Rien à foutre, quoi. Ouais. Ouais, mais clairement, tu enfin, ouais, c'est en fait, genre, je sais que c'est parce que c'est le but, c'est pas de mettre de la lumière sur toi et de dire que tu es un être génial. C'est juste que je pense que tu as compris un truc et j'aimerais bien que les gens, genre les entrepreneurs qui nous écoutent, comprennent cette chose-là, parce que je pense que c'est important pour elles, tu vois? De penser de penser comme une stratégie, genre, aux échecs, tu vois? Genre, de penser au coup d'après et au fait que le fait d'inclure, genre, ton équipe ou je sais pas quoi, dans ta vision, ça te permet juste d'être mieux dans ta vie et de l'atteindre, tu vois? Plutôt que juste Mmh. faire un coup, gagner plein d'argent, te retrouver seul au sommet et ensuite, tout le monde te quitte, tu vois? C'est pour moi, c'est toujours juste des erreurs de raisonnement, en fait. Tout comme c'est pour une erreur de raisonnement qu'on peut partir aux US la plupart du temps. L'erreur de raisonnement que moi je vois là-dedans, c'est de se dire, cette personne pour ce qu'elle taffe, elle mérite, 1 000 €. Il est hors de question qu'elle ait plus. Elle mérite pas plus. Ouais, mais en vrai, ça se trouve, tu vas lui donner 2 000 qu'elle mérite pas. Elle va t'en faire gagner 10 et elle aura envie de rester avec toi 10 ans de plus. Je caricature exprès, tu vois? C'est rarement aussi simple que ça, mais et donc en fait, pour une histoire d'ego et d'avoir raison et de qui mérite pas, et cetera, tu t'es privé d'un gain potentiel et d'un peu de tranquillité. Est-ce que ça vaut la peine? Mmh, ouais et ouais, pour en revenir du coup sur le fait de s'inspirer, d'avoir une vision et de choisir entre les US qui est une option et d'autres options, tu vois? Je trouve il y a un truc qui est important, c'est ce que faisait, Thomas Edison, Ford à l'époque, tu vois? Il y a une photo que vous pouvez trouver, sur un mastermind qu'ils avaient créé déjà à l'époque. Genre tu tapes, mastermind, Ford, Edison et Le tout. le le les 1ers mastermind. Ouais et en fait, même eux, à l'époque, ils avaient compris que les idées de croissance pour leur industrie, ils allaient aller les chercher à travers des discussions d'autres personnes, d'autres industries, tu vois? Et c'est aussi pour ça qu'ils ont eu un tel succès, je pense, tu vois? C'est qu'ils étaient capables de se nourrir d'autres visions, d'autres industries et de pas juste rester cramponnés à leur, petite vision, leur manière de faire et tout ça, quoi. Mmh, complètement. Tout ça pour vous Du coup, dire, partez pas aux les US. masterminds, c'est le feu. Partez pas faire un mastermind aux US, il y en a des sympas en France. Ouais, 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 non, clairement. La France manque d'ambition par contre sur ces masterminds, tu vois? Et je dis ça alors qu'il y a le nôtre, alors que les deux trois qui sont intéressants sur le marché français, soit on y est à l'année, soit on y est ponctuellement. Mais quand même, les Français partagent moins, tu vois? Tu vas sur des gros masterminds internationaux, pas que US, hein, internationaux, les gens ils te donnent tout. Ils te donnent tout. Le français, la phrase que j'entends le plus souvent, c'est: «Ah non, ça je dis pas». Oh putain, C'est trop ouais, tu saoules, ouais, tu saoules. Pourquoi t'es venu dans ce cas-là, tu vois? Et c'est aussi ouais. pour ça qu'il y a des Français qui partent aux US, hein, parce que la mentalité elle est meilleure, tu vois, sur le business. C'est Tu m'as dit une phrase un jour, genre, il y a pas longtemps, tu m'as dit, «J'ai jamais été aussi riche que depuis que je donne tout» et Mmh. je trouvais ça super intéressant et j'ai trouvé ça très juste par rapport à ce que je vois et notre relation, tu vois? Et je pense que c'est pour ça aussi qu'en France, on voit pas aussi gros, c'est parce qu'on a l'impression que le gâteau est limité. On a l'impression qu'on peut pas Ouais. gagner si on donne, que si on donne, on perd quelque chose et l'autre obtient quelque chose. Alors que ce qui se passe aux États-Unis, je pense qu'ils ont la mentalité de: «Je donne, tu obtiens, mais j'obtiens aussi en te donnant». Je et du coup, on a non pas
j'ai pas -1 et toi +1, mais on a +1 et +1, donc on a 2 en fait, tu vois? Et du coup, le jeu n'est pas à somme nulle, mais genre les gains s'additionnent pour tout le monde. Si on avait un peu plus cette C'est, mentalité en France, on a plus de croissance, je pense. la plupart des entrepreneurs déjà devraient lire la théorie des jeux, de comprendre qu'en fait, collaborer fait beaucoup plus de sens. Parfois, en ayant une approche de collaboration systématique, une fois de temps en temps, tu te feras niquer, violent, et ça fera super mal à l'ego, mais sur le long terme et sur la totalité, tu gagnes beaucoup plus. Et en fait, moi, j'ai toujours choisi cette réflexion-là. J'ai toujours choisi les entrepreneurs français qui sont autour de moi et qui je travaille ont toujours choisi cette mentalité-là. Euh, Gérald Faure, avec qui on collabore souvent, tu vois, dont je suis dans Mastermind, etc., que j'aime beaucoup. C'est un des rares que j'ai vu vraiment avoir la même logique que moi là-dessus et la masteriser. Le but, c'est la collaboration systématique, tu vois. Mmh, Si je vois que un concurrent slash copain devient gros, c'est pas grave, je prends 10% dans sa boîte et je le pousse encore plus haut, tu vois. mmh. C'est vraiment de comment est-ce qu'on collabore tous pour créer un gâteau plus gros. Mais tu penses que c'est quoi ton avis sur, est-ce que tu penses que le fait de voir petit en France, la 1re raison, est-ce que c'est parce qu'on ne donne pas assez? Ou est-ce que c'est une question de on n'est pas assez inspiré par ce qu'on pourrait faire, tu vois? Ou est-ce que c'est une question de vu que le la France est un petit continent, du coup on voit petit, enfin petit continent, petit Ils pays, sont, genre on voit ils petit? sont, ils sont, les Français sont persuadés que le marché est minuscule, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent partir aux US. Et si le marché est minuscule, qu'il est en décroissance et que la concurrence est aussi féroce que ce qui se passe dans leur tête, dans ce cas-là, ils auraient raison de rien dire et rien donner. Mais le problème, c'est qu'ils ont tort. C'est pas un marché en décroissance, c'est pas un marché minuscule, et la concurrence n'est pas aussi féroce que ce qu'ils croient. C'est là l'erreur de raisonnement, en fait. Ouais, mais là où je trouve, enfin, là où je te rejoins pas, c'est qu'aux États-Unis, la concurrence est féroce et ils donnent. Ouais, mais parce qu'ils ont pas peur que si le concurrent applique un truc à eux, il les tue. Le Français Mmh, est persuadé de ça. Tu sais, le Français est persuadé qu'il a eu une bonne idée dans sa vie et que si quelqu'un lui pique, c'est fini pour son business. ouais. Moi j'ai vu quelqu'un là l'autre jour. D'ailleurs, on va lui faire un coucou, peut-être que quelqu'un lui passera ça. Coucou Stelio Marketing, qui se reconnaîtra, qui a copié, collé au mot près, à la virgule près notre landing page. Sérieux? Ouais, quelqu'un me l'a envoyé. Et bon, sur le coup, ça m'a saoulé, tu En vois. vrai, Et en vrai, tu sais pas pourquoi on a écrit les trucs, tu sais pas quel est l'écosystème derrière, tu vas droit dans le mur, tu vois. T'es c'est mort. ça. Mais en vrai, genre, c'est ça et c'est ce qu'on explique à pas mal de personnes qui d'autres personnes qui copient, tu vois? Des fois, c'est même des clients, genre qui juste, genre vont copier en pensant. Après on leur explique et on leur donne la bonne manière de faire, tu vois? Mais genre si tu copies juste et que tu sais pas pourquoi les choses ont Ouais. été faites de cette manière-là, dans ce cas, tu es en train de te tirer une balle dans le pied, ça ne va pas marcher pour toi. Et en plus, Mm. tu copies juste la partie visible. Mais derrière, il y a plein de systèmes invisibles qu'on met en place pour le scaling d'une boîte. Et si tu connais, si tu, et tu ne peux pas aller voir ces systèmes invisibles. Tu ne peux, c'est impossible que tu les connaisses puisque il y a des conditions. Genre, si ça, il se passe ça. Si la personne ça, il va se passer ça. Je Et me en fait, souviens de, je me souviens d'une de nos pubs best-seller. Euh, This is Bill, tu sais. Ça, c'est Bill. oui, Il n'a pas dépensé 10 000 € par mois dans une formation de merde chez un concurrent. Il a regardé notre formation gratuite, soit comme Bill. Et ça a été allègrement copié. Nous, on a dépensé 150 ou 200 000 € là-dessus. Et je l'ai jamais vu passer chez un concurrent aussi souvent. Donc, en fait, probablement qu'ils ont tous arrêté cette pub après 5000 balles. Pourquoi? Cette pub attire qui? Cette pub attire des gens qui sont déçus de ce qu'ils ont déjà vu sur le marché. Et probablement qu'ils se sont fait rincer financièrement par la concurrence. Donc, cette pub attire des leads que tu vas mettre 6, 12, 18 mois à convertir. Nous, on a l'habitude, on sait le faire, c'est notre cœur de métier depuis toujours. Ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est une force. Quelqu'un qui a l'habitude de faire de la rentabilité 7 jours, il fait cette pub, il va droit dans le mur. ouais. Puisque Copiez pas les gens si vous savez pas pourquoi ils font les trucs. à 7 jours, ça peut attirer des personnes qui sont juste trop loin pour que tu leur fasses une offre. Et donc si tu as Exactement. pas
toi, dans ton business, tout un système de nurturing, marketing et si tu as pas également la trésorerie pour tenir dans le temps, jusqu'à temps de rentabiliser les personnes qui ont vu cette pub, c'est fini, genre, tu es mort dans l'œuf. Et c'est exactement pour les mêmes raisons qu'il faut pas copier les US. Il y a un truc que les gens, ils veulent pas comprendre, tu vois? Ils veulent copier les approches des US, surtout les approches de vente. N'importe quel redneck du fin fond de l'Arkansas, sur sa carte de crédit avec son assurance, il a 100 000 de lignes de crédit autorisées instantanément. Pour les plus pauvres des plus pauvres des plus pauvres, ils ont une carte de crédit avec 10 000 de crédit. Donc un Américain qui dit j'ai pas d'argent, tu lui montres à quel point c'est important dans sa vie, hop, il a l'argent instantanément sur son téléphone. Le Français qui te dit qu'il a pas d'argent, il a pas d'argent, point. De toute façon, même s'il est dans de bonnes conditions et qu'il a décidé d'aller faire le levier bancaire, levier crédit conso, etc., il lui faudra entre une semaine et 3 mois. Donc ta logique de rentabilité extrême à l'américaine, one call close, machin truc, marche pas chez nous si tu veux scaler. C'est pas la même façon de réfléchir. J'avais vu Scott Holford qui racontait ça il y a quelques années, qui disait il faut comprendre les différentes zones géographiques. En Europe, c'est un très gros marché, mais l'argent, il bouge beaucoup plus doucement. Mmh. Ouais, je me souviens, genre, il y a quelques années, j'avais mon business dans la confiance en soi et la séduction Mmh. et du coup, j'ai eu en call, un closer de Taylor Welch et il voulait me Mhm. vendre une offre à, je crois 15K. Genre Mhm. ouais, c'était une offre à 15K et du coup, je voulais juste avoir des renseignements sur le programme parce que genre j'aime bien m'enseigner sur les offres, ce que font les US, comment ils font leur process et tout et donc j'ai le gars au téléphone et tout et on passe 1 heure au téléphone et putain, il essaye de me closer et je refuse et c'est horrible et là, genre dans mon corps, il me fait me sentir: «Mec, tu aides les hommes à avoir confiance en toi en eux, alors, si en gros, genre, si tu n'achètes pas et que tu as pas confiance dans le fait que tu vas pouvoir rentabiliser l'investissement, tu es une merde. Enfin, tu vois, genre vraiment à l'américaine, tu vois? Ouais, Et ouais. et du coup, je suis trop mal et tout. Je dis: «Non, je peux pas», je voulais pas acheter, en fait, à la base, je voulais juste voir leur process. Et donc à la fin, le mec, il voit que je vais pas acheter, mais au bout de 20 minutes de torture psychologique et il me raccroche au nez. Et en fait, juste cette approche, si tu te dis: «Je vais étudier les US, je vais prendre leur script de vente et je vais Oh, putain, closer de la même manière». Putain, mais en prison, France ouais, c'est ça. prison, prison. Attends, je vais quand même regarder en live. Google, Je crois que peine c'est encourue, vente sous pression. Parce qu'en temps de chantage, non, ça c'est le chantage. Vente sous la contrainte. Code pénal. Non, je le trouve plus. Mais globalement, de mémoire, c'est 3 à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, un truc comme ça. La vente sous pression. ouais et dans tous les cas, bah, de toute façon, tous ces business-là, genre qui forcent comme ça, ils se sont pris des amendes, colossales, de plusieurs millions aux États-Unis, tu vois? Hmm. Et je pense que Non, bien sûr. leur manière de vendre n'y est Et pas après, pour faut faire rien. attention Donc à un truc, tu vois. Faire attention à un truc très important. Parce que faut faire attention à ce qui est vraiment de la vente sous pression, où la personne elle te torture psychologiquement, et ce qui n'en est pas du tout, à savoir la personne elle te pose une question, cette question est extrêmement inconfortable pour toi. Si la personne te fait pas de violence psychologique pour te faire acheter, et te dit pas que en gros t'aimes pas tes enfants et tu vas finir SDF si t'achètes pas de la vente sous pression. Faut faire attention quand même, tu vois. Il faut ouais, préciser parce ouais. que je vois bien certaines personnes écouter ça en disant ah maman on m'a fait de la vente sous pression, je vais attaquer cette personne, etc. La vraie vente sous pression, qui est interdite par la loi, tu sors de l'appel, enfin tu fais une dépression, tu vois. C'est encore une fois, moi je donne toujours le même exemple. C'est est-ce que tu ressors de l'appel en te sentant plus grand ou plus petit dans ton univers des possibles et dans tes capacités intérieures. Un appel de vente qui est bien fait, la personne elle te challenge quand même. Elle est censée te demander l'autorisation avant de te challenger. Et de pas te mettre des patates dans le cerveau sans ton accord. Parce que peut-être qu'en fait, toi, tu viens pour passer un petit bon moment comme ça au milieu des coquelicots et elle n'a pas à t'imposer de te challenger intellectuellement. Sans se poser la question avant. Mais c'est important parce que pas qu'on crée des petits flocons de neige. J'ai pas envie qu'on finisse comme au Canada, quoi. Ouais, non, clairement. Non, mais c'est clair. En vrai, par exemple, moi, la personne au téléphone, genre, elle m'a clairement dit, genre, «Si tu rejoins pas, tu es une merde», tu vois? Genre, «Est-ce que tu veux Ouais, être une ouais, merde ou ouais. pas?» tu vois? C'est différent de si la personne me pose une question qui est putain de challengeante ou qui me met face à mes contradictions,
Là, on est plus sur: «OK, genre c'est un je vois que je me contredis, je me bullshit et peut-être que je devrais rejoindre», tu vois? Donc c'est 2 choses différentes et la vraie vente, dans tous les cas, genre sur des prix qui te challenge, ça reste quand même inconfortable, ça reste inconfortable parce que tu fais une action qui va te challenger parce que tu sors d'une Tu agis comme situation ton dans toi, laquelle tu es habitué. tu agis Ouais, comme ton toi futur alors que tu es ton toi présent. Tu agis comme la personne que tu veux devenir et pas comme la personne que tu es. Donc forcément inconfortable. ouais. À chaque fois qu'on fait des gros invests, des gros paris, des gros trucs, etc., à chaque fois, je suis là. Ouf, genre, je pourrais rester peinard dans ma zone de confort, tu vois, Ouais, c'est sans ça. se poser cette question. Hem, j'avais entendu, Margot, il y a quelques années dire, «Est-ce que tu veux, rester dans ton propre caca à jouer ou est-ce que tu veux genre, en sor» je sais plus comment elle avait dit ça, mais j'ai trouvé ça pertinent, j'ai trouvé ça stylé. Donc c'est un peu ça, tu vois? Est-ce que tu restes confortable au chaud dans ton caca ou est-ce que tu fais le step et tu en sors et dans ce cas, tu es plus au chaud, genre tu es plus au chaud et Mmh. confortable, tu vois? Et c'est ça, en fait, donc c'est Tu pour ça que c'est un peu de finir chaque podcast avec un pipi caca, toi. T'as décidé, c'était la marque de fabrique. mais Toi, t'es le tonton bourré maintenant. si vous avez aimé cet exemple, mettez en commentaire mettez en C'est- commentaire, S'il vous, s'il vous plaît, ne validez pas ces conneries. Vous allez renforcer le truc. Il va le faire à chaque fois après. Moi, je sais plus quoi faire de cet individu à part ça. c'est Ne lui donnez pas des bons points. Ne lui dites pas que c'est bien. en fait, à la fin de chaque podcast, je crois que je suis vidé du cerveau du coup, je suis sans filtre. Putain, ça promet. La prochaine fois, on va faire un podcast de 4 heures pour voir ce que ça donne. Laisse tomber. Franchement, je vais plus aligner 2 mots. Vraiment, genre, mes phrases commencent à se mélanger, enfin, c'est trop bizarre. Je suis pas encore, J'ai fait comme ça une fois. J'étais à Paris et j'étais sur le mastermind de Gérald. Le dernier soir, en général, bon, on se couche un peu tard. Et le lendemain, j'enregistre un podcast pour les jeunes branches, le podcast d'Escalesia. Donc, je suis avec Benoît Dubo et je suis avec Kevin Dufresne aussi, tu vois. Et je leur dis, les gars, tranquille, plus KO, quoi. On a tourné d'une traite 3 épisodes. Je sais plus si c'était 2 heures, 2 heures et demie. J'avais le cerveau fondu à la fin. J'avais le cerveau fondu. J'arrivais plus à faire une phrase. Je baignais dans mes propres vapeurs de rosée. Et j'étais là, tu m'étonnes. Et tu vois, c'est vraiment dans ce moment, tu vois, ça fait 2 heures et demie que t'es en podcast, tu transpires le pinard de la veille, et tu es vraiment là, tu te dis, la putain, l'alcool est dangereux pour la santé, consommez-le avec modération. De Et ouf. vraiment, j'ai En entendu le vrai, disclaimer. Le disclaimer, c'était ma gueule, tu vois. mais je trouve ça stylé, on pourra faire plus tard un épisode sur le flow, tu vois? Mais j'aime trop, c'est aussi challengeant que kiffant, tu vois? Quand tu es dans Mm. ces moments-là, c'est que tu es à la fois dans le flow et à la fois c'est dur. Et je trouve que ces moments, c'est les moments où tu peux produire énormément en peu de temps. Genre, tu produis quand même, de la qualité, Ouais. même si après tu es vidé, quoi. Je suis d'accord. Mot de la fin? Ouais, et si vous voulez avoir, une vision, une si tu veux avoir plusieurs cartes à jouer, franchement, rejoignez un mastermind ou des personnes qui sont capables de voir les différentes tendances et je pense que ça va grandement vous aiguiller pour faire des bons choix quant à la croissance de votre business et réfléchissez avant de partir aux États-Unis. Parfait pour le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à la semaine prochaine. Ciao.